urgent. On a montré à Poutine un véritable enfer. Une telle vengeance pour Kiev n'avait encore jamais eu lieu. Moscou s'est noyé sous les attaques, on a ordonné au chef du bunker de fuir. Zelensky et Boudanov ont fait des déclarations sensationnelles. La capitale des marécages tremble. Les plus grandes raffineries de pétrole s'enflamment les unes après les autres, comme des allumettes. La Russie sombre dans le chaos, le Kremlin est terrifié. Coup sur coup, des frappes détruisent les sites clés de la Russie. L'Ukraine achève la machine de guerre du Kremlin. La Crimée se prépare au pire scénario. Le Kremlin ne peut plus cacher la vérité. La Russie a reçu un coup auquel elle ne s'attendait pas. Je vous raconterai tous les détails dans un instant. Bonjour, ici Ukraine. Aujourd'hui, je suis Victoria Perepelitsa et voici les dernières actualités. L'Ukraine fonce et chasse Poutine au-delà de l'Oural. Zelensky a signé l'arrêt de mort de la capitale russe. Boudanov a averti Poutine, le véritable enfer commence maintenant. Moscou s'est à nouveau réveillé sous le double son des sirènes. La capitale russe a été la cible d'une attaque massive de drones pendant plusieurs heures d'affilée. Et la défense antiaérienne a fonctionné pratiquement sans interruption. La riposte aux attaques de drones se poursuit. La défense anti-aérienne et le ministère de la Défense ont abattu 9 drones qui se dirigeaient vers Moscou. Des spécialistes des services d'urgence travaillent sur le site de la chute des débris. Et dans la région de Moscou, la situation est devenue encore plus inquiétante. Là-bas, une alerte officielle de frappe de missiles a été annoncée. À l'aéroport Sheremetyevo de la capitale, l'espace aérien a été pratiquement placé sous un régime de contrôle spécial. Les avions ne sont autorisés à décoller qu'après coordination avec les services compétents. Rappelons que Zelensky a déclaré que la fin de la guerre pourrait être rapprochée si les attaques contre Moscou forçaient Poutine à quitter la capitale. Quand ce ne seront plus 100 drones, mais 1000 qui voleront vers Moscou, Poutine comprendra. Selon lui, lorsque le chef du Kremlin verra de telles attaques contre la capitale russe de ses propres yeux, les conseillers du dictateur commenceront probablement à l'exhorter à quitter Moscou. Vous verrez comment les conseillers vont le convaincre de déménager quelque part au-delà de l'Oural. Plus Poutine sera loin de Moscou, plus la fin de la guerre sera proche. L'Ukraine atteint un nouveau niveau dans la guerre et sa propre production d'armement permet déjà de porter des frappes de plus en plus puissantes et régulières contre la Russie. Le Kremlin perd rapidement tout sentiment de sécurité tandis que les capacités ukrainiennes continuent de croître. Selon le chef de l'administration présidentielle Boudanov, la prochaine étape n'est pas simplement de faire pression sur les occupants, mais de détruire complètement leur logistique militaire et de stabiliser le front. Le front doit être plus ou moins stable. Pour y parvenir, il est en grande partie nécessaire de détruire la logistique ou de la rendre aussi compliquée que possible. C'est ce que tout le monde constate enfin aujourd'hui. Les drones ukrainiens ont déjà atteint Moscou à plusieurs reprises et frappé des sites stratégiquement importants. En juin, la raffinerie de pétrole de Moscou à Kapotnia a été touchée 2 fois. La première attaque, le 16 juin, a mis hors service l'unité de traitement primaire du pétrole AVT6. Celle-ci assurait plus de la moitié de la capacité de l'usine. Après cela, l'usine a été contrainte d'arrêter complètement le traitement du pétrole. Mais ce n'était que le début. Dès la nuit du 18 juin, une deuxième frappe a eu lieu. Selon Reuters, l'unité Europlus, qui assurait le reste des capacités de production, ainsi que des réservoirs, des pipelines et d'autres équipements critiques, ont été endommagés. Des sources de l'agence affirment que la raffinerie de Moscou ne pourra probablement pas reprendre pleinement ses activités avant la fin de l'année 2026. L'attaque de drones ukrainiens a également mis hors service la raffinerie de pétrole d'Omsk, qui était la plus grande de Russie. Au passage, cela se trouve à 2500 km de l'Ukraine. L'usine est en feu, c'est officiel. Ne regardez pas les torchères, c'est cette partie-là qui devrait vous intéresser. Il y a à peine 10 minutes, peut-être, ils ont été touchés. Je n'entends pas de bruit, mais je suis assez loin. Mais j'ai une vue parfaite sur toute cette situation, en gros, d'ici. Donc là, vraiment, immédiatement, tous ceux qui ont une voiture et qui me regardent, allez à la station-service. D'autant plus qu'aujourd'hui, la limite sur les jerrycans a été levée. Si quelqu'un ne le savait pas, aujourd'hui vous pouvez prendre des jerrycans à la station-service et prendre ce qu'il reste. Aujourd'hui. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux? Les files d'attente vont devenir énormes maintenant. Je n'ai pas de jerrycan avec moi. C'est ça le problème. Je l'ai laissé dans le garage. Maintenant, ça va prendre du temps d'y aller, de tout faire. En plus, mon garage est loin. Voilà, des informations de première main, tout de suite. La raffinerie d'Omsk a déjà complètement arrêté la vente d'essence et de diesel à la Bourse internationale des matières premières de Saint-Pétersbourg. On achète du popcorn et on profite du spectacle. Pur revendeur, tu restes là, tu mâches, pendant 2 heures, tout le monde fait la queue juste à cause de toi. Rien que pour ta tête.
C'est le deuxième chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? 2 litres? 243 litres. Va te faire foutre. T'es sérieux? Oui, t'es où? Sors vite. Les gens attendent. Voilà, ils marquent leur présence. Je serai prête à ce que vous veniez ici. Et qu'est-ce qu'on doit faire de toi? J'aimerais que vous veniez ici. Et si vous ne voulez pas, j'aimerais que vous veniez ici, étant donné que tout le monde attend patiemment. Nous aimerions par la suite... La vengeance ukrainienne dévore toutes les réfis. À Borissoglebsk, en Russie, il semble qu'une frappe ait visé un aérodrome militaire. Des chasseurs Su-34, Su-35, Su-30 SM et d'autres équipements aériens y sont basés. 2 autres raffineries brûlent joliment dans les marais, Saratovskaya et Nijnekamenskaya. Au Tatarstan, sur le plus grand complexe pétrochimique de Russie, Nijnekamsk-Neftekhim, plusieurs foyers d'incendie sont visibles sur le site industriel ainsi qu'un important panache de fumée. Les sources signalent également que la raffinerie Taïf NK pourrait avoir été touchée. Ce n'est pas simplement une autre usine russe qui a été frappée. Nijnekamsk-Neftekhim est l'un des principaux géants industriels de l'Empire, Sibur, qui fournit à la Russie du caoutchouc synthétique et des plastiques. Mais le plus intéressant, c'est que l'entreprise figure sur la liste fermée des sites du complexe militaro-industriel russe. C'est précisément ici que sont produits des matériaux indispensables au fonctionnement de la machine de guerre russe. Des matériaux pour les pneus, les produits techniques en caoutchouc et des chaînes logistiques entières. Ces chaînes approvisionnent l'armée en équipement, en moyens de transport et en tout ce qui permet au Kremlin de poursuivre la guerre. Chaque attaque de ce type porte un coup douloureux à l'infrastructure militaire de la Russie. La Crimée traverse la période la plus inquiétante depuis le début de la guerre à grande échelle. Tandis que la Crimée continue de répéter qu'elle est à jamais une péninsule russe, sur place, il se passe des événements qui ressemblent de plus en plus à une préparation à des situations d'urgence. Des ordres secrets, des problèmes logistiques et la peur de scénarios que l'on qualifiait encore récemment d'irréalistes. Moscou aurait-elle déjà commencé à préparer un plan de secours pour la Crimée? Et le principal trophée de Poutine ne serait-il pas en train de devenir un fardeau coûteux? Une valise, sans poignée, de plus en plus difficile à porter, mais trop effrayant à abandonner? Plus de détails à ce sujet dans la suite. La Crimée vers la sortie. Dans les administrations d'occupation de la péninsule, des prévisions très inquiétantes ont soudainement commencé à apparaître. Selon la résistance locale, les fonctionnaires de Kertch et de Féodosia ont reçu un ordre urgent. D'ici une certaine date, ils doivent évacuer les documents, archives et équipements les plus précieux. La Russie comptait-elle rester sur la péninsule pour toujours? Alors pourquoi emballer si précipitamment des dossiers, des serveurs et du matériel de service? Le plus intéressant, c'est qu'après l'apparition de cet ordre, une véritable épidémie de maladies étranges a éclaté parmi certains fonctionnaires. Des personnes qui, encore hier, dirigeaient activement les structures d'occupation ont soudain commencé à se mettre en arrêt maladie, à prendre des congés et à partir loin de la Crimée. Et pas n'importe où, mais en direction du kraï de Krasnodar. Tout cela rappelle fortement un scénario bien connu. D'abord, les autorités parlent d'un contrôle total de la situation, puis elles passent les quartiers généraux en mode de fonctionnement 24 heures sur 24, après quoi elles commencent à évacuer les documents et à chercher des itinéraires de repli alternatifs. Et ensuite, on découvre généralement que la situation n'est pas aussi stable qu'on le racontait à la télévision. Ces événements paraissent particulièrement inquiétants sur fond de frappes régulières contre des sites militaires en Crimée. Il semble même que les collaborateurs locaux ne croient de plus vraiment en la toute-puissance de la défense anti-aérienne russe. Après une série de frappes ukrainiennes sur la logistique dans le sud, la Russie est confrontée à un nouveau problème. Acheminer des cargaisons vers la péninsule occupée n'est plus seulement difficile, c'est devenu extrêmement coûteux. Selon les journalistes, le transport de marchandises vers la Crimée coûte déjà plusieurs fois plus cher que sur une distance équivalente à l'intérieur même de la Russie. De la Russie elle-même.
Mais le pire pour les occupants, ce ne sont même pas les prix, mais l'état d'esprit des transporteurs. De plus en plus de chauffeurs refusent tout simplement d'emprunter les itinéraires criméens. Certaines entreprises réduisent le nombre de trajets, d'autres ferment carrément cette direction. La raison est simple. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais de moins en moins de gens souhaitent devenir une nouvelle cible en chemin. Et pendant que les fonctionnaires de Crimée emballent leurs documents, les militaires russes ont soudainement commencé à s'entraîner à un scénario très intéressant. Selon le scénario des exercices, les militaires russes se préparaient à un débarquement de troupes ukrainiennes en Crimée. De plus, le scénario était si sérieux que, sur les cartes, les forces ukrainiennes avançaient simultanément depuis plusieurs directions à travers la mer Noire. Ils utilisaient activement des drones maritimes, des drones aériens, des armes à longue portée et des systèmes de reconnaissance modernes. En d'autres termes, les occupants modélisaient exactement ce qu'ils redoutaient. Un scénario de développement des événements que, jusqu'à récemment, la propagande russe qualifiait d'absolument irréaliste. Il est révélateur que, lors de ces exercices, les états-majors russes agissaient principalement en position défensive. Ils ne planifiaient pas de nouvelles offensives, ne tracèrent pas de flèches vers Odessa ou Mykolaïv et ne préparaient pas une nouvelle percée vers l'ouest. Au lieu de cela, ils construisaient des lignes défensives autour de Sébastopol, Kertch et du nord de la Crimée. Il semble qu'au Kremlin, on pense de plus en plus non pas à conquérir de nouveaux territoires, mais à conserver ce qui reste encore. Sous contrôle. Et tandis que les militaires russes repoussent sur les cartes un débarquement ukrainien imaginaire, la réalité leur apporte un problème bien réel. L'électricité disparaît. Après les frappes sur les sous-stations clés, une partie de la Crimée occupée s'est soudainement retrouvée plongée dans l'obscurité. Des quartiers entiers de la péninsule se sont retrouvés sans électricité. Des nœuds importants du système énergétique par lesquels passe l'alimentation d'une grande partie de la péninsule ont été touchés. En conséquence, des problèmes sont apparus simultanément dans plusieurs villes et districts. Et cela démontre une fois de plus la faiblesse du modèle d'occupation. La Crimée ne semble solide que tant que son infrastructure fonctionne sans interruption. Il suffit de mettre hors service quelques éléments clés et tout le système commence à dysfonctionner. Le plus intéressant, c'est que les problèmes ne se sont pas limités à l'électricité. En même temps, l'Internet a commencé à disparaître, les habitants locaux signalent des interruptions dans le fonctionnement des services, des magasins et des points de retrait de commandes. Et tandis que les responsables du Kremlin parlent d'une intégration totale de la Crimée à la Russie, la péninsule ressemble de plus en plus à un avant-poste isolé, vivant en mode de restriction temporaire. Avec des pannes et des limitations constantes, tous les événements récents s'assemblent soudainement en un seul tableau. D'abord, des frappes sur la logistique et une forte augmentation du coût des transports vers la péninsule, puis des ordres d'évacuation des documents des administrations d'occupation, ensuite le passage des états-majors en mode de fonctionnement renforcé. Et maintenant, il y a aussi des exercices pour repousser un débarquement ukrainien. Si l'on considère tout cela séparément, on pourrait parler d'une simple coïncidence. Mais lorsque ces coïncidences deviennent trop nombreuses, elles commencent à ressembler à une préparation pour un scénario très précis. Il semble que la plus grande crainte de Moscou aujourd'hui ne soit pas seulement liée aux frappes contre des cibles militaires. La principale menace pour le Kremlin est la perspective que la Crimée perde progressivement sa connexion avec la logistique russe. Et qu'elle se transforme en une tête de pont isolée qu'il faudra défendre à tout prix. Et l'histoire connaît de nombreux exemples où de tels territoires finissaient tôt ou tard par devenir non pas un symbole de puissance, mais une source de problèmes constants. Et tandis que Moscou continue de répéter le mantra de la Crimée russe, pour toujours, de plus en plus de signes apparaissent sur la péninsule elle-même, indiquant qu'elle commence à se transformer pour le Kremlin, en une valise sans poignée. Difficile à porter, effrayant à abandonner, mais il devient aussi de plus en plus difficile de faire semblant que rien ne se passe. Tandis qu'au Kremlin, on dessine des victoires sur le papier, la réalité se transforme en véritable cauchemar pour Moscou. Les forces ukrainiennes reprennent des territoires. La logistique russe craque de toutes parts. Sous les frappes de drones, les pertes des occupants battent des records. La mer Noire, autrefois considérée comme le fief de la flotte russe, devient de plus en plus une zone de peur permanente pour le Kremlin. Et tandis que Peskov parle de grands succès, même aux États-Unis, on évoque désormais ouvertement l'épuisement du potentiel offensif russe. Alors, que se passe-t-il réellement sur le front? Pourquoi le mois de juin est-il devenu l'un des mois les plus difficiles pour l'armée de Poutine? Comment l'Ukraine retire-t-elle pas à pas les principaux avantages militaires de la Russie? Analysons cela tout de suite. Tandis que la propagande russe annonce de nouvelles victoires, les forces armées ukrainiennes, discrètement et sans bruit, ont infligé un véritable effondrement du front aux occupants. Sur l'un des secteurs, les forces ukrainiennes ont repris en 1 mois et demi des dizaines de kilomètres carrés de territoire, considérés depuis plus d'1 an comme l'arrière russe. Et le plus intéressant, c'est que cet échec est tellement douloureux. Les Russes essaient de le cacher à tout prix.
Selon les premières estimations, il s'agirait d'au moins 50 km² de terre libérée, et certains indices d'analystes laissent supposer des chiffres encore plus élevés. Pour comprendre si ces données se confirment, l'Ukraine pourrait, pour la première fois depuis longtemps, afficher un solde positif de territoire libéré en un mois. Et c'est déjà un signal sérieux pour tous ceux qui se sont empressés de sous-estimer le potentiel offensif ukrainien. La réaction de l'ennemi est particulièrement révélatrice. Pendant tout le mois de juin, la partie russe n'a publié que quelques vidéos provenant de ce secteur. Et même celles-ci montraient en réalité non pas les succès des occupants, mais l'avancée des forces ukrainiennes. Quand une armée qui filme habituellement chaque mètre de son avancée commence soudainement à se taire, cela signifie généralement une seule chose. Il n'y a tout simplement rien de particulier à raconter. Il semble que les drones ukrainiens aient transformé une partie du front en véritable zone de terreur pour les occupants. La Russie a été contrainte de bombarder ses propres anciennes positions avec des dizaines de bombes aériennes guidées en essayant d'arrêter l'avancée des forces armées ukrainiennes. Mais même cela n'a pas aidé. Ce qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme un bastion russe passe progressivement sous le contrôle des militaires ukrainiens. Et ici, il y a encore un détail très important. L'offensive a commencé avec l'utilisation de véhicules blindés qui, contrairement aux prévisions de nombreux experts, ne sont pas du tout obsolètes. Combinés à l'utilisation massive de drones, ils ont permis de percer vers l'avant et de minimiser les pertes. En réalité, les forces ukrainiennes démontrent une nouvelle formule d'offensive, où les drones ne se contentent pas d'aider les troupes, mais leur ouvrent la voie à travers les zones les plus dangereuses du front. Et ce n'est pas tout. En seulement un mois, les forces de défense de l'Ukraine ont frappé plus de 200 000 cibles ennemies. Et derrière chacun de ces chiffres, il y a du matériel détruit, des entrepôts anéantis, des routes d'approvisionnement incendiées et un nouveau coup porté à la capacité de la Russie à poursuivre la guerre. Le résultat le plus douloureux pour les occupants. Près de 28 000 militaires russes ont été éliminés ou ont reçu des blessures si graves qu'ils ont été mis hors de combat. En fait, le mois de juin est devenu l'un des mois les plus difficiles pour l'armée russe de ces derniers temps. Et ce qui est important, c'est que cela arrive de plus en plus souvent. Les frappes ukrainiennes atteignent l'ennemi bien au-delà de la ligne de front, là où il se sentait encore récemment relativement en sécurité. Le ministre de la Défense a indiqué que le nombre de cibles touchées à plus de 50 km de la ligne de contact a presque doublé. En d'autres termes, les drones ukrainiens et les moyens de frappe de haute précision pénètrent de plus en plus profondément dans le territoire ennemi, dans l'arrière russe. Cela signifie que la guerre pour les occupants ne s'arrête plus après la première ligne de défense. Un accent particulier est mis sur la logistique. C'est précisément sur ce point que les frappes les plus douloureuses sont aujourd'hui portées. On a l'impression que les opérateurs ukrainiens de drones ont lancé une véritable chasse à tout ce qui se dirige vers le front. Camions-citernes, motos, dépôts de munitions. Tout cela se transforme de plus en plus souvent en fumée avant même d'atteindre les positions russes. Juin est devenu un mois de record pour les forces de défense. Les militaires ukrainiens ont établi un record en détruisant de l'artillerie russe, ont obtenu le meilleur résultat depuis le début de la guerre à grande échelle en interceptant près de 50 000 drones ennemis et ont également battu le record absolu de destruction de véhicules automobiles et de motos des occupants. Et surtout, il ne s'agit plus d'opérations isolées réussies, mais d'une campagne systématique visant à épuiser l'ennemi. Jour après jour, les drones ukrainiens resserrent méthodiquement l'étau autour de la logistique de l'occupation. Et il semble que c'est précisément cela qui effraie le plus Moscou. Car on peut renforcer le front avec de nouveaux soldats, mais il est bien plus difficile de rétablir un système d'approvisionnement détruit sous le feu constant des drones ukrainiens. C'est pourquoi le mois de juin pourrait ne pas être simplement un mois record. Des pertes pour la Russie, mais aussi le début de problèmes bien plus graves à venir. Et tandis que les forces armées ukrainiennes reprennent leurs terres mètre par mètre, il semble qu'au Kremlin, on ait choisi la voie favorite, simplement s'inventer une victoire. Après de nouveaux succès des militaires ukrainiens sur le front, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, s'est soudainement mis à parler des grandes réussites de l'armée russe et de l'inévitabilité de l'accomplissement de tous les objectifs de la guerre. Mais il y a un problème. La réalité a de nouveau oublié de coordonner ses plans avec la propagande du Kremlin. Alors qu'à la radio on racontait aux Russes une offensive réussie, des analystes indépendants ont examiné de près les cartes que les généraux russes montrent à Poutine. Et il s'est avéré qu'il y a un fossé de près de 2000 km² entre le front et les rapports du Kremlin. En d'autres termes, si les forces armées ukrainiennes libèrent des territoires dans le monde réel, l'état-major russe compense cela en s'emparant de territoires dans le monde. De la fantaisie. Le plus amusant, ce n'est même pas l'ampleur de ces inventions, mais leur contenu. Sur les cartes en papier destinées à Poutine, l'armée russe est déjà presque arrivée à Sloviansk et Kramatorsk. Elle contrôlerait soi-disant complètement Tchassov-Yar. Elle avancerait vers Dobropilia et par endroits, elle serait même presque aux portes de Zaporijia. On a l'impression que le maître du Kremlin ne regarde pas des rapports de combat, mais la bande-annonce d'un nouveau film de science-fiction.
C'est précisément ici que l'on comprend pourquoi, à Moscou, on parle avec tant d'assurance de succès. Si l'on regarde chaque jour des cartes où l'armée avance plus vite que le bon sens, on peut croire à n'importe quel conte de fées. Le problème, c'est que le véritable front existe en dehors des bureaux du Kremlin. Et là, les troupes russes se heurtent de plus en plus souvent, non pas à des flèches dessinées sur des cartes, mais à des drones ukrainiens, à l'artillerie et à des contre-attaques. Mais le coup le plus douloureux pour le Kremlin, semble-t-il, n'a pas eu lieu sur terre, mais en mer. Le jour de la marine, Volodymyr Zelensky a déclaré sans détour « La Russie a perdu la mer Noire ». Il y a encore quelques années, une telle phrase aurait semblé relever de la science-fiction. Un pays sans grande flotte a forcé l'une des plus grandes marines du monde à battre en retraite. Après la libération de l'île aux serpents et une série de frappes contre des navires, des états-majors, des bases et des ports, les occupants ont en fait perdu la possibilité de se sentir maîtres de la situation, de l'aquatorium. Aujourd'hui, la mer Noire est devenue un autre exemple de la façon dont les technologies ukrainiennes et des solutions non conventionnelles bouleversent l'armée russe et leur schéma habituel. Les drones maritimes ont accompli ce qui, il n'y a pas si longtemps, semblait presque impossible. Ils ont forcé la flotte russe de la mer Noire à passer de la démonstration de force à un mode de survie permanent. Et désormais, les navires russes ressemblent de plus en plus, non pas à des chasseurs, mais à des proies qui regardent autour d'elles avec inquiétude. Il semble que ce ne soit que le début de problèmes bien plus importants pour Moscou. Car si la mer Noire n'est plus sûre pour les navires russes, alors les régions de la mer Noire et d'Azov ne peuvent plus non plus être considérées comme telles, des arrières sécurisées. Et tandis qu'au Kremlin, on continue de vanter ses succès, l'Ukraine, pas à pas, reprend à l'ennemi ce qu'il considérait comme ses avantages incontestés. Au Kremlin, il semble qu'une véritable ère de peur commence et Poutine renforce d'urgence sa sécurité personnelle. Les généraux russes deviennent de plus en plus souvent les héros de nouvelles tragiques. La méfiance grandit entre l'armée et les services spéciaux. Les conséquences de la guerre ne peuvent déjà plus être cachées aux Russes ordinaires. De plus, le maître du Kremlin lui-même reconnaît pour la première fois l'ampleur des problèmes dont on essayait encore récemment de taire l'existence. Pourquoi Poutine s'entoure-t-il soudainement de nouveaux cercles de sécurité ? La peur pour sa propre vie aurait-elle atteint son paroxysme ? Et est-il vrai que le Kremlin dispose de moins en moins d'options pour poursuivre la guerre ? Tous les détails dans ce reportage. Poutine ne fait même plus confiance à sa propre ombre. Le dictateur renforce d'urgence sa garde personnelle pour la 4e fois depuis le début de la guerre à grande échelle. Fait intéressant, plus Moscou parle de stabilité, plus il y a de gardes autour du maître du Kremlin. Selon les services de renseignement européens, la situation devient de plus en plus grave au Kremlin. Il se prépare non seulement à des attaques de drones longue portée, mais aussi à d'éventuels troubles internes, à une tentative d'assassinat ou même à un coup d'État. Et il semble que le principal problème ne vienne plus de l'extérieur, mais de l'intérieur même du système. Les gardes du corps se voient interdire d'utiliser des téléphones et des appareils ayant accès à Internet. Leur vie est soumise à de nouvelles restrictions et les contrôles deviennent de plus en plus stricts. Il semble qu'à présent, on ne protège pas seulement Poutine, mais aussi ceux qui protègent Poutine. L'histoire des montres-bracelets m'a particulièrement surpris. Selon des sources russes, il a été recommandé aux fonctionnaires de retirer leurs montres lors des rencontres avec le président. Quand le pouvoir commence à se méfier même des montres ordinaires, il ne s'agit plus seulement de sécurité, mais d'une atmosphère de méfiance totale, où l'on voit une menace potentielle partout. Et plus il y a de ce genre d'interdictions étranges, plus il devient difficile de cacher l'évidence. La peur est devenue l'un des principaux facteurs de prise de décision au Kremlin. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'avant l'invasion, l'appareil central de sécurité n'avait pratiquement pas changé depuis plus de 10 ans, mais depuis le début de la guerre, il s'est élargi pour la 4e fois déjà. Et cela pourrait bien être le meilleur indicateur de l'état d'esprit réel au Kremlin. En effet, lorsque le dirigeant d'un pays augmente constamment le nombre de personnes chargées de le protéger des dangers, une question logique se pose. Si tout se passe vraiment comme prévu, pourquoi alors le niveau d'inquiétude y a-t-il atteint son maximum ? Et ce ne sont pas là tous les signaux alarmants. Le conflit entre l'armée et les services spéciaux s'intensifie au point qu'il n'est plus possible de le dissimuler. Et le symptôme le plus retentissant de cette crise est la série de morts mystérieuses et d'élimination de généraux russes. Selon les renseignements européens, les militaires sont de plus en plus indignés par le fait que le FSB ne se presse pas vraiment d'assurer la protection du haut commandement. Une situation paradoxale se crée. Le Kremlin a besoin des généraux pour poursuivre la guerre, mais le système, semble-t-il, ne se soucie pas vraiment de leur sécurité. Et tandis que certains portent des épaulettes coûteuses, pour d'autres, on prépare déjà des nécrologies. Cette situation porte atteinte non seulement aux capacités militaires, mais aussi au moral de toute l'armée. Les généraux périssent à la suite de frappes, d'explosions, de sabotages et d'autres incidents graves, et avec eux disparaît le sentiment d'inviolabilité de la haute hiérarchie russe.
Ce qui, il y a encore quelques années, semblait impossible, devient aujourd'hui presque une nouvelle habituelle. Les opposants russes attirent l'attention sur un autre détail intéressant. Dans le système de Poutine, un général populaire est presque toujours un problème. Le Kremlin considérait l'armée comme une menace potentielle pour le pouvoir depuis des décennies. Les services spéciaux recevaient plus d'influence, plus d'argent et plus de possibilités, tandis qu'on rappelait constamment aux militaires leur place. Parce qu'au Kremlin, on se souvient bien que l'armée était l'une des rares structures qui, théoriquement, peut poser des questions embarrassantes aux gens dans les bureaux du Kremlin. Et maintenant, la situation paraît presque comique. Poutine augmente sa propre garde, renforce le régime de sécurité autour de lui, se cache derrière toujours plus de niveaux de protection, mais dans le même temps, les généraux qui sont censés mener sa guerre continuent de se retrouver au centre d'incidents retentissants. Il est évident que la priorité principale du système est de sauver une seule personne, même si pour cela il faut fermer les yeux sur les problèmes de tous les autres. Chaque histoire de ce genre engendre de nouveaux soupçons et rumeurs au sein même de l'élite russe. Les généraux ne se sentent plus en sécurité, la méfiance grandit entre les structures de force et la peur pour sa propre vie devient la norme. La fameuse purge de l'entourage proche, tant redoutée dans les systèmes autoritaires, n'aurait-elle pas déjà commencé ? Et si ce processus est déjà enclenché, il sera difficile de l'arrêter. Pendant ce temps, au Kremlin, on commence à dire tout haut ce qui, il n'y a pas si longtemps, était encore un sujet tabou. Poutine a en fait reconnu que les frappes ukrainiennes sur le territoire russe suscitent une vive inquiétude. Et la guerre a depuis longtemps cessé d'être une image lointaine à la télévision pour les Russes ordinaires. De plus, le président russe appelle de plus en plus souvent ce qui se passe par son vrai nom, la guerre. Et les abréviations inhabituelles du Kremlin, qui pendant des années étaient censées créer l'illusion d'une opération contrôlée. Les conséquences de la guerre commencent à pénétrer là où elles n'atteignaient pas auparavant. Les frappes contre l'infrastructure pétrolière touchent la principale source de revenus de l'État russe. Dans le même temps, les prix augmentent. Des pénuries de carburant apparaissent et la pression économique s'accentue. Pendant des années, on expliquait aux Russes que la guerre était quelque part loin et n'affectait presque pas leur vie. Mais lorsque les problèmes atteignent les stations-service et le budget familial, les slogans de propagande fonctionnent beaucoup moins bien. La situation au front semble encore plus inquiétante pour Poutine. Selon les estimations des sources occidentales, les pertes de l'armée russe restent extrêmement élevées. Cela signifie que le Kremlin s'approche de plus en plus du moment où il devra prendre des décisions politiquement risquées. Si une nouvelle vague de mobilisation touche non seulement la province mais aussi les couches les plus aisées de la société, le niveau de mécontentement pourrait augmenter brusquement, même parmi ceux qui jusqu'à présent soutenaient le système. En théorie militaire, il existe la notion de point culminant, le moment où l'offensive n'est plus capable de maintenir son propre rythme et commence à perdre en efficacité. Il semble que c'est précisément ce scénario qui inquiète le plus le Kremlin en ce moment. En effet, si les ressources s'épuisent plus vite qu'elles ne se renouvellent et que la pression économique s'accentue, la question n'est plus de lancer de nouvelles offensives, mais bien de savoir comment éviter une défaite stratégique. Et maintenant, Poutine se retrouve face à un choix. D'un côté, l'escalade et la tentative de relever à nouveau les enjeux par des frappes et de nouvelles menaces. De l'autre, des négociations qui pourraient s'avérer être la seule chance de préserver le régime et sa propre sécurité. Le problème, c'est que le temps ne joue plus en faveur du Kremlin. Si auparavant Poutine comptait dicter ses conditions, il est aujourd'hui clair qu'il cherche un moyen de sortir de la situation sans reconnaître la défaite. L'homme qui avait promis une victoire rapide et un nouvel ordre mondial se retrouve désormais pris entre deux options tout aussi dangereuses. L'escalade pourrait accélérer la crise, tandis que les négociations pourraient révéler une faiblesse. Et il semble que c'est précisément pour cette raison que les déclarations nerveuses se multiplient au Kremlin et que la confiance affichée si longtemps par le pouvoir russe cède peu à peu la place à la peur de son propre avenir. Et vous, que pensez-vous des derniers événements ? Nous attendons vos commentaires. La suite arrive, restez informés de l'essentiel et n'oubliez pas de liker. Un ciel paisible au-dessus de vos têtes.